Alors, bienvenue au premier événement scientifique du nouvel Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, l'OPDIG, qui a été lancé aujourd'hui, le 8 mars 2022, à l'Université du Québec à Montréal. Mon nom est Marie Langevin, je suis professeure à l'UQAM et j'ai l'honneur de co-diriger cet observatoire avec ma collègue Catherine Bourassa-Dansereau. La mission de l'OPDIG est de favoriser à l'échelle internationale l'égalité femmes-hommes et d'accroître l'autonomie et le pouvoir d'agir des femmes et des filles dans trois secteurs cruciaux du développement inclusif: les milieux économiques, les systèmes éducatifs et l'enseignement supérieur. Ces secteurs sont de surcroît constitutifs de la francophonie scientifique. Notre observatoire repose sur une démarche partenariale internationale de co-construction entre l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et l'UQAM, deux organisations qui ont à cœur la mission de l'OPDIG et qui partagent un même sentiment d'urgence pour agir en faveur de l'égalité femmes-hommes. En effet, depuis la Déclaration des droits de la femme de 1979, malgré 4 conférences mondiales en faveur de la promotion des droits des femmes et l'intégration, et ce dès le début des années 2000, des principes de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le cadre de l'objectif 3 du millénaire, qui est devenu l'objectif du développement durable numéro 5, eh bien, les inégalités de genre demeurent le quotidien de millions de filles et de femmes. Et dans les dernières décennies, les nombreux engagements pris par les pays à travers le globe se sont traduits en politique, en programmes, ils ont conduit à la mise en place de mécanismes sexo-spécifiques. Mais malgré tout, les disparités entre les sexes restent l'une des formes d'inégalité les plus persistantes dans tous les pays. Il est donc fondamental de développer des indicateurs fiables qui permettent de comprendre les besoins des femmes et de mesurer l'impact des programmes sur leur autonomisation et sur le développement durable et inclusif à travers le monde. Il ne s'agit donc pas seulement de prendre en compte les femmes dans le développement inclusif et de mettre en évidence leur exclusion, mais de prendre en compte le genre dans le développement inclusif pour aller davantage à la source et aux effets des inégalités entre les femmes et les hommes pour les modifier plus durablement et plus profondément. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de déployer à l'Observatoire 3 antennes internationales pour pouvoir soutenir nos activités de recherche et surtout pour assurer une production de connaissances ancrées et instaurer un leadership intellectuel et une gouvernance réellement partagée de l'Observatoire. Les co-chercheuses sont associées à l'OPDIG dans chacune de ces antennes qui sont mises en œuvre en étroite collaboration avec les bureaux de l'AUF dans chacune de ces régions. En Afrique centrale et des Grands Lacs avec la professeure Sariette Batibonac, au Maghreb avec la professeure Aïcha Bouchara, en Afrique de l'Ouest avec la professeure Namizata Fofana Vinaté et dans les Amériques avec la professeure Cardinal. Et bien entendu, au siège social de l'OPDIG qui est à l'UQAM, nous sommes en poste, Catherine Bourassa-Dansereau et moi-même. C'est cette équipe de co-chercheuses qui est réunie aujourd'hui autour de cette table ronde et va se joindre également à nous la directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, Mme Thérèse Saint-Gelais, puisque l'Observatoire est étroitement associé à cet institut pionnier de la recherche féministe dans le monde francophone. Notre objectif réuni en table ronde aujourd'hui est double. D'une part, montrer la pertinence d'un observatoire qui se penche sur le développement inclusif par le genre au travers d'une démarche de partenariat international. Et c'est aussi l'occasion de faire une première présentation des propositions de recherche de l'équipe et d'exposer les différents angles qui sont couverts par nos travaux, sachant que les symposiums de l'OPDIG dans les prochaines années seront l'occasion de présenter nos recherches plus en profondeur. Et en clôture de la table ronde, nous aurons également le grand plaisir de recevoir l'honorable Michèle Audette, sénatrice, femme leader et militante autochtone de premier plan. La sénatrice partagera ses réflexions sur les questions liées à l'égalité femmes-hommes et sur le rôle des femmes autochtones dans le développement inclusif, sujets qui sont au cœur de ses intérêts et de ses expertises. Nous allons terminer la table ronde avec une période d'échange avec l'auditoire. Et d'ailleurs, tout au long de la table ronde, vous pouvez utiliser la boîte de questions-réponses qui est accessible avec le bouton que vous trouverez tout en bas à droite de votre fenêtre Zoom. Mais avant de donner la parole à chacune d'entre elles, je prendrai quelques instants pour vous présenter certains constats sur le développement inclusif, des constats qui ont motivé la création de l'Observatoire et qui expliquent les objectifs que nous nous sommes donnés. Premier constat, au niveau local et international, des données probantes sont absolument nécessaires pour mieux comprendre et pour mieux agir. Ces données, en fait, sont cruciales pour permettre aux actrices et aux acteurs publics, privés et de la société civile de poursuivre leurs actions en faveur des femmes et des filles, et ce, autant en matière de politique publique, de mesures de protection et d'intégration du genre dans l'ensemble des activités de leurs organisations respectives. Et aussi, c'est que sans données fiables, on se retrouve dans l'incapacité de brosser un portrait terrain des régions de la francophonie et de quantifier les impacts des programmes et de pouvoir les suivre. Ça nous placerait aussi, sans ces données fiables,
devant le danger d'une inclusion qui serait pilotée par le haut et qui, en fait, ne tiendrait pas compte des réalités locales qui nous sont si chères. Deuxième constat. Parmi les données disponibles à l'heure actuelle, on constate de multiples lacunes. Ces données sont limitées, non harmonisées, difficilement accessibles. Au plan quantitatif, c'est clair qu'on manque de données pour décrire la situation actuelle des femmes. Par exemple, si on prend les objectifs de développement durable, plus de 70 des données de 58 indicateurs qui sont liés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes sont manquants. Au plan qualitatif, les données actuelles ne traduisent pas toujours fidèlement la réalité et elles peuvent sous-estimer les rôles et les contributions des femmes. Par exemple, certaines méthodes de collecte de données sont désuètes. Elles sont entachées de préjugés à l'égard des femmes parce qu'elles suivent des normes sociales sexo-spécifiques. On remarque aussi que les femmes sont souvent fusionnées aux autres groupes marginalisés et qu'elles sont absentes de plusieurs travaux. Et lorsqu'elles sont traitées comme groupes spécifiques, les femmes font l'objet parfois d'un paragraphe, mais rarement d'un chapitre complet. Et enfin, dernière lacune au niveau des données, concerne les données sur les violences envers les femmes et les filles dans les secteurs clés du développement inclusif qui nous intéressent. Eh bien, ces données sont très, très incomplètes. Donc, face à ces deux constats, concrètement à l'Observatoire, nous avons comme objectif de collecter des données de façon coordonnée dans la francophonie, d'évaluer leur qualité, de créer des bases de données aussi pour favoriser leur accès, les vulgariser, les diffuser. Nous avons l'objectif de construire des indicateurs pour rendre visibles ces dimensions inégalitaires et systémiques du développement inclusif. Et on compte également identifier les manques, les angles morts dans l'appareillage statistique sur le développement inclusif pour soutenir les plaidoyers de nos partenaires en ce sens-là. Maintenant, troisième constat, c'est que les femmes dans la francophonie sont déjà fortement actives et engagées sur ces enjeux, à la fois dans les sphères publiques, privées et au sein de la société civile. Le problème, c'est que leurs actions sont souvent réalisées dans l'ombre et qu'elles sont trop peu connues. Alors, à l'Observatoire, on se donne comme objectif de visibiliser leurs actions et de favoriser la mise en place de réseaux nationaux et internationaux afin que les meilleures pratiques puissent être partagées. En fait, on parle en quelque sorte d'une communauté de pratiques internationales. En somme, les activités de l'Observatoire vont permettre de diffuser des données, des indicateurs, mais aussi des outils, des guides, des stratégies favorisant les pratiques de développement inclusif par le genre et l'égalité femmes-femmes. Et justement, afin d'illustrer concrètement nos ambitions et la nature de notre partenariat, j'invite maintenant les co-chercheuses à tour de rôle à nous faire part de leur vision de l'Observatoire et de sa pertinence, de leurs expertises et de leurs projets de recherche. C'est une occasion pour elles d'annoncer leurs travaux qu'elles ont entamés avec l'Optique, travaux dont les résultats seront présentés lors du symposium qui se déroulera en octobre prochain à Montréal. Donc, on débute avec la professeure Sariette Batibonac de l'Université ICT du Cameroun. Alors, mon propos se subdivise en 3 points, dont le premier porte sur la pertinence de l'Observatoire décliné en 4 concepts: la visibilité, l'applicabilité, l'exploitabilité et la durabilité. Relativement à la pertinence, l'Observatoire nous aide ainsi à comprendre comment les recherches académiques seraient plus visibles, seraient plus applicables et seraient plus facilement exploitables. La durabilité, quant à elle, exhume cette prise en considération des mutations soutenables et l'OFDIC se présente comme une arène idoine d'échange pour les différentes régions couvertes par la francophonie. L'entrepreneurialité est entendue comme le degré de prise d'initiative des acteurs s'érigeant en piste de solution pour la démarginalisation. Et lorsque des actrices œuvrent à se défaire des discriminations, ce processus est décrypté comme démarginalisation. Mais Focal revisite donc à l'entame ce levier de contextualisation. Ensuite, ce décentrage de la femme pour traiter des femmes dans leur diversité. Et enfin, l'emphase est portée sur la reconsidération du tournant pratique féminin. Plus spécifiquement, l'entrepreneuriat féminin au Cameroun se situerait entre cette double étreinte qu'il mérite d'observer, des réalités surentrepreneuriales qui côtoient ces infimes résultats. En d'autres termes, les femmes entreprennent, surentreprennent, mais pour quelles retombées? Le problème de départ évoque ces décennies de revendications sans apport consistant, tandis que le fil d'Ariane de cette recherche introductive gravite autour des gaps exclusifs, secondés par des questions subsidiaires. L'approche qualitative mobilisée
ressuscite ainsi l'incontournable ethnographie des situations de terrain par l'exploitation des empiries et via la confrontation des sources en vue de répertorier les acquis concrets. La recherche étant encore en cours, de façon provisoire, il se dégage la pertinence de l'innovation féminine, mais aussi à micro-échelle avec des retombées minimes. Pour atterrir, je vous remercie de votre aimable attention sur ces propos portant sur le développement inclusif par le genre à partir de mon profil. Il se dégage donc ces différentes dynamiques qui contribuent également à l'épanouissement de la femme. En conclusion, je vous remercie de votre attention une fois de plus et j'invite ma collègue professeure Aïcha Bouchara de l'Université Abdelmalek et Saïdi du Maroc pour son speech. Merci, cher professeur Batibonac. Je tiens tout d'abord à remercier les institutions partenaires et subventionnaires de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, à savoir l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université du Québec à Montréal, et notamment son institut de recherche et d'études féministes et son service aux collectivités, ainsi que le gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO pour la création de ce projet. C'est un véritable honneur de faire partie de cette collaboration internationale réunissant 4 pays francophones, le Canada, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc. En 2015, les États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, formulant 17 objectifs du développement durable. Ces objectifs sont concrets, ambitieux, d'envergure mondiale et susceptibles d'être appliqués dans tous les pays. La création de l'OFDIC s'inscrit dans ce cadre en s'alignant notamment sur le 4e, le 5e et le 8e objectif du développement durable, à savoir l'éducation de qualité, l'égalité des genres et le travail décent et la croissance économique. Au niveau national, la Constitution marocaine a institutionnalisé l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011 par l'article 19, je cite, « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. L'État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. » Fin de citation. Bien que les chartes internationales et nationales fournissent des cadres et des lois à mettre en œuvre, la réalité traduit des circonstances opposées et délicates. Selon le Haut Commissariat au Plan, 57,1% des femmes et des filles sont confrontées à au moins une forme de violence en 2019. Les établissements de l'enseignement et de formation représentent le 2e milieu le plus violent après le milieu domestique. Cette situation remet en question la réalisation des ODD déclarés et les orientations constitutionnelles marocaines. Si les femmes et les filles ne se sentent pas en sécurité dans leurs établissements de l'enseignement, cela aura un impact négatif sur leur accès à l'éducation, les rendra vulnérables dans leur milieu domestique et diminuera leur inclusivité dans la sphère publique. Le futur projet que je souhaite réaliser en collaboration avec l'OFDIG est focalisé sur le thème de la violence dans les établissements de l'enseignement supérieur. Il permettra de répondre à 2 questions de recherche principales. Quel type de violence subissent les femmes et les filles dans l'enseignement supérieur et dans quelle mesure ces types de violences peuvent affecter leur parcours académique et professionnel? Ainsi, il est primordial de réaliser un état des lieux dont l'objectif principal est d'enquêter sur la représentation féminine, notamment les étudiantes et les enseignants-chercheurs, dans les établissements de l'enseignement supérieur. En outre, ce taux de féminisation est analysé pour suivre les évolutions spatio-temporelles du système de l'enseignement supérieur au Maroc.
L'état des lieux examine les statistiques relatives aux disciplines, aux diplômes et au niveau d'études des étudiantes. Quant aux enseignants-chercheurs, l'objectif est d'étudier les données portant sur leur domaine de spécialité, leur grade et leur poste de décision. Les statistiques recueillies ont été analysées. Ensuite, les causes possibles ont été fournies pour expliquer le faible nombre de filles et de femmes qui obtiennent des diplômes d'études supérieures et qui occupent des postes de recherche et de décision. L'une des principales raisons que l'étude a mis en lumière est la violence basée sur le genre dans divers contextes. Cela a déclenché l'importance de mener une recherche approfondie sur cette question dans le contexte de l'enseignement supérieur. Pour réaliser cet état des lieux, une équipe de chercheurs et de doctorantes a été sélectionnée pour participer à cette première collaboration de recherche avec l'OFDIG. Parmi les tâches qui ont été assignées à l'équipe figurent la collecte et l'analyse des données, la rédaction des rapports, la révision et la correction. Par conséquent, je pense que l'Observatoire offrira un soutien majeur et des orientations fiables à ce projet en menant des études comparatives sur la violence basée sur le genre dans le contexte universitaire marocain, en proposant des formations et des ateliers sur la méthodologie de recherche afin de garantir la qualité des résultats, en assurant un réseau des experts francophones sur le genre et l'égalité, en organisant conjointement des événements académiques, en offrant un soutien financier et en consolidant des publications. Pour conclure, en tant que co-chercheur, la création de l'OFDIG est une opportunité d'enquêter sur un domaine souvent ignoré et discriminé, bien qu'il ait d'énormes conséquences négatives, non seulement sur les femmes et les filles, mais aussi sur la société dans son ensemble. La déconstruction de la violence basée sur le genre dans l'enseignement supérieur au Maroc est nécessaire pour établir un développement inclusif et durable. Merci de votre attention et maintenant j'invite ma collègue professeure Linda Cardinal de l'Université de l'Ontario français au Canada. Bonjour, merci beaucoup Aïcha, chers collègues, c'est vraiment avec vous aujourd'hui et félicitations aux organisatrices et à toute l'équipe de l'UQAM et de la UF Amérique de leur travail en vue du lancement de ce premier observatoire. Je suis très heureuse de participer à ce lancement parce que c'est aussi en même temps son premier programme de recherche qu'on se trouve dont on se trouve à témoigner aujourd'hui. Moi, je fais partie d'une équipe formidable à l'OFDIG, mais j'amène avec moi une doctorante en administration publique à l'Université d'Ottawa, Vaïka Bédia-Donatien, qui est spécialiste de politique municipale locale au Canada et dans la francophonie. Elle est aussi experte des enjeux liés au genre, l'égalité de genre et les politiques publiques en Haïti. Vaïka Donatien a travaillé d'ailleurs à ONU Femmes, l'entité justement des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et elle a aussi travaillé comme responsable en Haïti dans une institution de défense des droits des migrantes, des femmes migrantes. De mon côté, j'ai une expertise en analyse des politiques, je m'intéresse aux minorités et à l'intervention étatique dans le domaine identitaire, que ce soit à l'endroit des minorités. J'ai beaucoup travaillé sur les politiques linguistiques et je m'intéresse aussi beaucoup à l'égalité de genre. Je voudrais juste souligner qu'il y a 30 ans, nous étions un groupe de féministes francophones en Ontario et on a lancé la première grande table féministe francophone de concertation provinciale. C'est un moment très important et même très émouvant pour nous aujourd'hui. L'OFDIG a des objectifs importants, des objectifs pertinents pour faire des plaidoyers, veut mettre en place un réseau international d'experts, développer des outils et notre travail à nous va porter sur
beaucoup l'intérêt pour l'OFDIC de proposer ou d'influencer les politiques publiques en matière de développement inclusif par le genre. Et c'est ce concept de développement, des politiques de développement inclusif par le genre qui va nous intéresser dans le cadre de notre travail en prenant pour étude de cas, évidemment, le Québec et la francophonie dans le reste du Canada pour voir un peu à quoi ça peut ressembler une politique de développement inclusif par le genre. Au Canada, on a des politiques d'équité, diversité, inclusion, mais dans une politique de développement inclusif, bien, il faut aussi inclure les politiques linguistiques, les politiques à l'égard des Autochtones, les politiques d'égalité entre les sexes et voir comment on peut tirer des enseignements de ces différentes politiques pour développer des plaidoyers pour renforcer l'égalité entre les sexes dans le développement inclusif. Donc, l'idée, c'est d'essayer de développer une sorte de typologie des architectures existantes en matière de politique de développement inclusif et d'identifier les meilleures pratiques dans ce domaine. Alors, de notre côté, on va donc étudier l'expérience canadienne et québécoise en matière d'équité, diversité, inclusion et toutes les autres politiques identitaires en prenant comme premier secteur le milieu universitaire, mais on aimerait bien aussi étudier les milieux scolaires et dans le domaine économique, on a ciblé de façon particulière le milieu financier. Alors, on aimerait ça, on espère être capable de catégoriser ces politiques et de montrer les changements opérés dans la culture et la gouvernance des institutions universitaires, notamment les mesures structurelles et décisions adoptées aussi en lien avec ces politiques. Alors, notre approche va être documentaire, mais on va se concentrer sur notre échantillon, c'est 162 institutions francophones. On a déjà commencé à répertorier toutes les politiques. Veika et moi, on travaille à développer des tableaux. C'est 22 universités et collèges en milieu minoritaire francophone, c'est 18 universités québécoises, 48 cégep, 70 collèges privés et 4 établissements publics affiliés québécois. Donc, on va compiler les mesures, proposer une typologie de leurs principales caractéristiques, que l'on pense à l'année d'adoption des politiques, les responsables de ces politiques, les outils qui ont été développés, leur mise en œuvre et les résultats obtenus. Évidemment, tout ça va s'inscrire aussi dans une recension des écrits sur le sujet. Mais on pense que ce type de travail va être intéressant pour l'OFDIG à partir du Canada et du Québec, donc intéressant pour notre région aussi. Mais l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut tirer des enseignements, des pratiques existantes pour aider ou appuyer l'OFDIG dans ses plaidoyers, permettre aussi de tester l'idée selon laquelle le genre peut souvent échapper au développement inclusif, c'est documenté, l'UNESCO l'a souligné. Et dans le contexte de la pandémie, les inégalités de genre, on le sait, se sont accrues. Alors, le développement inclusif doit se conjuguer au genre, malgré les situations de crise comme celle que nous venons de vivre et celle que nous continuons de vivre, malheureusement. Et les questions pour nous, c'est est-ce que les politiques en place sont de bons outils pour surmonter ces écueils existants en matière d'inclusion du genre? Hein? Et comme je disais tout à l'heure, quels sont les enseignements qu'on pourra tirer de ces travaux pour appuyer la réalisation des objectifs de l'OFDIG? Alors, encore une fois, merci de l'invitation. Et Veika se joint à moi pour vous féliciter encore une fois. Et je donne maintenant la parole à la professeure Namizata Fofana Binaté de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma gratitude à toutes les parties prenantes de participer à cet important projet. Ma présentation va porter sur 3 points essentiels. La pertinence de l'Observatoire pour la recherche en Afrique de l'Ouest, la contribution à l'Observatoire sur le plan de la recherche, la contribution spécifique relative au développement inclusif par le genre et la transformation des politiques en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que l'Observatoire, autant dans sa démarche que dans ses enjeux, est une belle opportunité pour nous, car il s'inscrit dans la droite ligne de nos recherches
sur les fondements des inégalités entre hommes et femmes et les politiques et stratégies à mettre en œuvre sur le plan économique, politique, social, environnemental et culturel. L'Observatoire constitue pour nous une plateforme d'opérationnalisation et de promotion de nos travaux de recherche. Il permet aussi de rendre visibles nos actions de recherche en matière d'égalité de genre à l'échelle nationale, régionale et internationale. La mise à disposition des données statistiques fiables et des indicateurs harmonisés permettra aux chercheurs de les exploiter afin d'évaluer et de promouvoir l'inclusion des femmes et des filles au développement et au développement durable. Il permet aussi de créer surtout une synergie d'action entre les chercheurs, les chercheuses et les chercheurs des différents continents en tenant compte des contextes et des réalités. Notre contribution sera donc de renforcer l'inclusion du genre dans la recherche économique et sociale pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest francophone. Nous allons nous intéresser aux questions de pauvreté, de l'éducation, de l'économie, notamment dans le secteur formel et informel et surtout agricole. La réflexion sur les questions émergentes telles que le genre et le changement climatique et l'impact de la pandémie de la COVID nous intéressent. Nous allons aussi contribuer en impliquant les décideurs à travers la coproduction de la recherche pour la prise en compte effective et efficiente des résultats dans les politiques et programmes. Nous allons aussi faire du renforcement des capacités en genre des acteurs clés du développement. Concernant notre contribution spécifique relative au développement inclusif par le genre et la transformation des politiques en Afrique de l'Ouest francophone, il faut noter que nos États d'Afrique francophone se sont engagés en ratifiant divers accords internationaux et conventions au niveau international, régional et national relatifs à la promotion des droits des femmes et des filles. Nous pouvons citer la CEDEF, nous pouvons citer le protocole de Maputo, nous pouvons citer aussi la plateforme de Beijing. Ces engagements devant se traduire dans les textes nationaux que sont la Constitution, les lois et règlements et de manière globale les politiques et stratégies nationales. D'où notre objectif qui est d'analyser les transformations politiques pour la promotion de l'égalité femmes-hommes dans nos États ouest-africains francophones. Pour ce faire, nous allons utiliser une méthode qualitative et quantitative à travers des collectes de données secondaires à partir de la revue documentaire dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest francophone sur les engagements, les transformations des politiques, les acquis et les défis. Nous allons aussi collecter des données primaires à travers des entretiens auprès des acteurs, de certains acteurs clés au niveau national pour comprendre les difficultés de mise en œuvre des engagements qui arrivent très souvent. Pour ce faire, nous disposons d'une équipe de chercheuses, économistes et sociologues dynamiques, engagés à rendre effectif l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme pour un développement inclusif en Afrique de l'Ouest francophone. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Binaté. Alors maintenant, je cède la parole à Catherine Bourassa. Je cède la parole maintenant au professeur Catherine Bourassa Dansero de l'Université de Québec à Montréal, au Canada. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. On m'a cédé 2 fois la parole, alors c'est plein d'honneur. Merci, professeur Binaté. Alors, bon, très rapidement, je me présente d'abord Catherine Bourassa-Dansero, co-directrice de l'OFDIG et professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Je suis aussi membre de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, l'IREF, du réseau québécois d'études féministes, le REQEF, et du groupe d'études et de recherche axé sur la communication interculturelle et internationale de l'UQAM, le GERACI. Alors, moi, mes expertises de recherche sont en études féministes, en communication interculturelle et en recherche partenariale et collaborative. Et c'est sur ce dernier aspect que je vais me concentrer ce matin dans le cadre de la présentation que j'ai préparée pour la table ronde.
Alors, au cours des dernières années, j'ai mené différents projets partenariaux avec des femmes et des groupes de femmes au Québec. Par exemple, sur les enjeux qui caractérisent l'expérience médiatique des femmes en politique, sur la place des réseaux sociaux numériques dans le parcours d'exploitation sexuelle de jeunes femmes mineures, ou encore sur les expériences de conciliation, religion, sexualité chez les jeunes issus de l'immigration à Montréal. Présentement, je mène un projet de recherche sur les approches d'intervention interculturelle féministe auprès des femmes immigrantes en collaboration avec des organismes interculturels à l'échelle de la province du Québec. Alors, moi, je souhaiterais aborder d'abord la pertinence de l'OFDIC dans le cadre de mes recherches. Les objectifs que développera l'Observatoire, comme ils ont été présentés par Marie et par mes collègues, sont tous d'une grande pertinence sociale et scientifique et ils s'arriment tous d'une façon ou d'une autre à ma programmation de recherche. Je voudrais toutefois aborder ce matin plus spécifiquement l'apport de l'Observatoire en ce qui a trait à la recherche partenariale et collaborative et à la documentation, la reconnaissance et la diffusion aussi des différentes pratiques et des actions qui favorisent l'égalité femmes-hommes et le développement inclusif par le genre. Ces actions très concrètes, elles sont menées par des femmes et des groupes de femmes dans l'ensemble de la francophonie. Cette mise en réseau international que permet l'Observatoire autour de ces pratiques, de ces actions pour l'égalité, est à mon sens inédite et de la plus grande importance, de la plus grande pertinence. En effet, l'OFDIG deviendra un lieu novateur en proposant non seulement des matériaux scientifiques importants pour adresser la problématique des inégalités, alors on peut penser à des indicateurs harmonisés, on peut penser à des définitions, des conceptualisations, des analyses politiques, de textes de loi, etc., telles qu'elles ont été présentées par les collègues. Mais l'OFDIG s'intéressera aussi à ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire aux différentes initiatives actuellement menées par des femmes et des groupes au Québec et dans les différentes régions de la francophonie associées à l'OFDIG et qui sont représentées par ailleurs aujourd'hui par mes collègues présentes à la table ronde. Or, ces actions, ces pratiques, ces stratégies des femmes qui contribuent à l'atteinte de l'égalité et au développement inclusif, elles sont trop souvent dans l'ombre. Elles sont invisibilisées, elles sont souvent peu documentées, très rarement théorisées et diffusées. La pertinence de l'Observatoire est donc d'abord à mes yeux liée à la possibilité de déployer en collaboration avec nos partenaires de la francophonie des outils, des guides qui rendent visibles ces initiatives et favorisent les meilleures pratiques de développement inclusif par le genre. Cette contribution, elle vise à promouvoir les actions égalitaires mises en place par, pour et avec les femmes au Québec et dans la francophonie. Un des grands apports de l'Observatoire sera en effet de permettre sur le plan international, donc de voir sur le plan international comment les femmes et les groupes peuvent enrichir et renforcer leur façon de faire grâce à une mise en réseau que propose l'OFDIC. Et à ce sujet, je veux mentionner la collaboration étroite de l'Observatoire avec le service aux collectivités de l'UQAM, qui depuis près de 40 ans développe une expertise unique concernant la recherche partenariale et aussi concernant les relations entre le monde académique et les groupes de la société civile, notamment les groupes de femmes pour des collaborations en recherche. Donc, le champ d'expertise que je souhaite développer à l'OFDIG, vous l'aurez compris, c'est celui qui est associé à la recherche partenariale, collaborative, mais je souhaite l'explorer et le préciser autour d'enjeux et ces enjeux et les modalités autour de 3 orientations spécifiques de la recherche partenariale. Donc, la dimension autour de l'inclusivité, sa dimension féministe et sa dimension décoloniale aussi. De façon plus spécifique, et notamment pour le symposium de l'OFDIG qui est prévu à l'automne 2022, je vais présenter des travaux que j'ai amorcés dans le contexte canadien, plus spécifiquement québécois, autour de modèles d'intervention développés dans différents groupes de la société civile qui favorisent l'égalité femmes-hommes et le développement inclusif par le genre. Je pense notamment aux interventions interculturelles féministes et aux pratiques d'intervention intersectionnelles que différents groupes avec lesquels je collabore développent depuis de nombreuses années. Il s'agira en fait d'une première proposition, d'un premier portrait de pratiques inspirantes pour favoriser le développement inclusif par le genre. Et dans la perspective partenariale et internationale que porte l'OFDIG, ces initiatives, elles vont être au cours des prochaines années mises en relation, mises en dialogue avec les pratiques et actions menées par nos partenaires terrain partout dans la francophonie.
Voilà, de mon côté. Alors, j'invite maintenant ma collègue Thérèse Saint-Gelais, qui est la directrice de l'Institut d'études et de recherche féministes de l'UQAM, l'IREF, à prendre la parole. Alors, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler au nom de l'IREF, l'Institut de recherche et d'études féministes, et vous comprendrez qu'à l'évidence, je ne peux pas faire état de toutes les recherches produites par l'ensemble de nos chercheuses, de nos chercheurs, mais je sais que plusieurs d'entre nous seront très heureuses de contribuer, de collaborer de façon étroite avec l'OFDIG par la voie de son développement inclusif par le genre. À l'IREF, l'inclusivité est une posture. Le 8 mars, c'est tous les jours, et les femmes sont les personnes qui se définissent comme telles, et les féminismes, évidemment, sont pluriels. À l'IREF, nous sommes actives autant dans le domaine de la formation en éducation supérieure que dans la recherche en sciences humaines, en arts, en sciences politiques et droit, en éducation. L'inclusivité sur le plan de la formation, nous l'exerçons entre autres par la création de cours à contenu variable qui nous permettent de débattre, par exemple, sur l'antiféminisme, sur le racisme, sur le féminisme et l'islam. Et ceci à l'intérieur du certificat en études féministes et des concentrations que nous offrons aux 3 cycles en études féministes. Et bientôt, et là, on l'espère, de travailler et l'offrir bientôt à nos étudiants, un baccalauréat en études féministes, qui serait le seul baccalauréat offert dans la francophonie. L'inclusivité sur le plan de la recherche, on la pratique de différentes façons. Évidemment, par la participation de nos membres à des colloques internationaux, comme le Congrès international de recherche féministe dans la francophonie, le CIRF, mais et ce congrès rassemble les chercheurs, les chercheuses francophones. Et d'ailleurs, l'IREF a contribué à ce grand congrès en accueillant les membres à Montréal en 2015. À la formation et à la recherche combinée, l'inclusivité, nous l'exerçons par des ateliers ou des capsules, par exemple, sur l'écriture inclusive à l'intérieur de la formation dans les cours, mais aussi dans la communauté citoyenne ou des organismes syndicaux, pour les nommer. On a des capsules et des ateliers également sur le mégenrage, en montrant le bon usage des pronoms pour les personnes cisgenres et non-binaires. On fait aussi des traductions de textes à l'IREF parce que nous voulons rendre accessible à un nombre maximal de personnes toute cette production de textes féministes qui autrement ne seraient pas accessibles. On veut également concevoir des bibliographies qui permettent la compilation de références utiles pour la formation et la recherche. Dans les collectivités et la communauté universitaire, nous participons à des comités qui conçoivent des politiques, telles la politique numéro 16 de l'UQAM sur les violences sexuelles à l'université, pour donner que cet exemple, mais on collabore également avec le service aux collectivités, avec lequel nos membres travaillent fréquemment en partenariat. Pour l'IREF, l'OFDIG, à l'évidence, est un lieu de rassemblement féministe et de collaboration exceptionnelle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée des droits des femmes. Au revoir. Merci beaucoup, Thérèse, pour cette intervention. Maintenant, nous avons la chance d'accueillir l'honorable sénatrice Michèle Audette. Madame Audette, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. L'équipe de l'OFDIG a été particulièrement interpellée par vos réflexions concernant les universités, l'importance de décoloniser le savoir. Et nous souhaitons profiter de cette table ronde pour engager une réflexion commune sur l'égalité femmes-hommes et sur les rôles des femmes autochtones dans le développement inclusif au Canada, au Québec et de par le monde. Je vous cède donc la parole avec un très grand plaisir.
Merci beaucoup. Kwekes no iteshek, tubuhogadad no dentan, utasiwa inut, les Malécites, Atikamek, Abenaki, Wendat, Mak Inou, dans la ville de Québec. Un beau mot Inou qui veut dire aussi débarquer de vos embarcations. Donc, nos ancêtres ont été et le sont encore super accueillants. Alors, je nous souhaite que parmi les débats, les échanges ou les opinions qui divergent, ou les aspirations qui pourraient nous unir, qu'on puisse rêver à faire en sorte qu'on retrouve dans une certaine histoire la place qu'on avait, nous les femmes, en général, à travers la planète, bien sûr, et à travers la nation Innu, alors tous les premiers peuples. Merci beaucoup pour cette invitation-là. Puis, en langue Innu, je saluais aussi les nations que je côtoie au quotidien, à tous les jours, ici dans la ville de Québec, mais aussi pour avoir été celles qui ont su accueillir ma moitié québécoise. Donc, je porte en moi deux belles cultures. Mais porter en soi deux belles cultures, c'est aussi porter un lot de responsabilité ou une charge de responsabilité qu'on n'a pas nécessairement choisi. On va naître dans certains récits, on choisirait nos parents, donc j'ai choisi un père québécois puis une mère Innu. Mais ne sachant pas, par contre, dans ce contrat social-là, que parce que ma mère, par amour, va aimer quelqu'un d'une autre culture, expulsé de sa communauté, de son territoire, ne peut plus parler la langue parce qu'il n'y a personne autour d'elle, tout le monde parle français ou anglais, et qu'après ça, des générations jusqu'à mes petits-enfants, à moi, comme grand-mère, il est difficile d'honorer la langue Innu, la langue Atikamek et la langue Wendat et Mi'kmaq. Donc, beaucoup de nations. Et la place des femmes, j'ai pris pour acquis que ma mère était celle qui devait, qui était pourvoyeur ou pourvoyeuse, celle qui s'occupait de la famille, alors que l'homme qu'il y avait dans la famille, cet homme-là, un homme qui n'avait pas grand-chose à faire. Et dans cette frustration-là ou dans cette incompréhension, puis le fait de voyager à travers le monde, de caresser d'autres territoires, d'autres nations, d'autres histoires, d'autres récits, et qu'éventuellement la parole, pour moi, devient tellement puissante, devient un élément où ma parole est un récit, le récit devient une preuve, et cette preuve-là va faire en sorte qu'au Canada, on va avoir pour la première fois de l'histoire dans ce grand pays une commission d'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées disparues qui vont mettre en lumière des silences ou des façons de vivre qui ont été longtemps cachées par une violence coloniale, par une attitude coloniale, que même moi, je vais malheureusement embrasser ou avoir comme comportement, là, moi aussi, je dois me inouiser. Au lieu de décoloniser, j'invente un mot, je dis inouiser. Alors, autochtoniser, une relation, une façon de faire, une réflexion, mais aussi un rêve. Pendant l'enquête, comme je pouvais l'associer facilement avec les paroles de ma mère et des milliers d'autres femmes, c'est vrai qu'on avait notre place pour vivre dans un pays où il fait froid, moins 40, moins 50, moins 70 Celsius, où il fait vraiment froid puis qu'on n'a pas de Canada Goose, de manteau où on est au chaud ou d'une technologie iPod, iPhone ou GPS. Ça veut dire que nous avions et nous avons encore une science forte et importante, mais surtout une compréhension de quel est le rôle d'une femme, d'une fille et d'une sage, d'une cocoum, quel est le rôle de notre fils, de l'homme et du Moshum, le grand-père. Alors, cette réciprocité, cette interdépendance va avoir eu sa place pendant des millénaires. Mais le colonialisme va officiellement faire en sorte que les femmes ne sont plus des personnes. On va normaliser la violence à la place publique. On va même mettre des politiques pour faire en sorte que ce sont les femmes qu'on va cibler, les femmes autochtones. Et aujourd'hui, la lutte doit se faire au sein même de nos communautés, de nos collectivités, de la promotion à la non-violence, de la pédagogie au sein d'un gouvernement, le gouvernement du Québec et bien sûr le gouvernement canadien. Et ça, on le voit à travers la planète. Beaucoup d'endroits, les femmes vont continuer à brasser, à déranger, à mobiliser, à éduquer
et à amener ce qu'on avait comme place. Et on la reprend. C'est difficile, mais on la reprend. Et parmi toutes ces violences qu'on va porter sur nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parmi toutes ces violences multigénérationnelles et intergénérationnelles, on y trouve une forme de guérison. Difficile à dire, mais oui, on trouve une forme de guérison. Certains vont l'appeler la résilience. Certains vont l'appeler la conviction, la passion. Certains vont l'appeler, je m'en rends même pas compte, mais je suis en train de lutter. Alors moi, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 29 ans, 30 ans, je disais haut et fort que j'étais pas féministe parce que ça n'existait pas en nous et je comprenais pas non plus que je l'étais depuis le premier souffle de vie. De la ségrégation, un train pour les sauvages et un train pour les blancs, un wagon, pardon, d'une lutte où ma mère va créer Femmes autochtones du Québec avec plein d'autres belles femmes incroyables, du moment où on va marcher de Québec jusqu'à Ottawa et d'autres de Vancouver jusqu'à Ottawa, d'avoir des commissions d'enquête, d'avoir des femmes qui vont percer les murs, les plafonds de verre qu'on va appeler, moi je vais les appeler nos toiles de tipi ou de chapetoine, qui vont être maintenant des gouverneurs généraux du Canada, qui vont être des grands chefs de communauté où on n'a jamais eu de femmes avec la loi sur les Indiens, chez les Naskapi, chez les Cris, chez les Mohawks, l'Assemblée des chefs. Donc, c'est seulement en 2021 qu'on voit que toute cette lutte qu'on va avoir faite pendant 50 ans, aujourd'hui, les hommes se tassent ou nous font place, ou on tasse, ou on collabore, ça dépend comment on veut le voir. Et elles sont là. Elles sont nos leaders. Elles l'étaient avant, mais maintenant, ce sont elles à la tête d'eux. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement ou très, très précieux et significatif. Mais je suis fatiguée en même temps. Je suis brûlée. Je suis mère, je suis conjointe, je suis partenaire de vie, je suis coucoum aussi, mais je suis aussi quelqu'un qui aime ça prendre un peu de son temps, qui est rare, mais pour réapprendre ma langue inou, qu'on m'a arrachée ou empêchée, pour réapprendre quels étaient mes fondements de droit, pour assurer que dans mon féminisme inou et québécoise, si je rêve à cette université des premiers peuples, par et pour les premiers peuples, ou la maison d'enseignement universitaire et collégiale, ou à ce niveau-là, ben, qu'on puisse enfin avoir le contrôle de qui sont nos héros et héroïnes. Qui était là avant Champlain, Jacques Cartier, Maisonneuve? Évidemment, beaucoup trop d'hommes. J'ai donné vie à 3 garçons, donc je sais qu'ils font partie du processus, mais c'est une histoire où j'étais plus que porter les bagages des Européens. J'étais celle qui a pris soin, qui a donné une médecine, qui a enseigné des valeurs de survie pour vivre en territoire, qui a enseigné plein de choses. Mais ce n'est pas honoré, ça. Alors, on se retrouve avec des histoires comme Joyce Echaquan qui va venir nous faire mal. Puis qu'après ça, on va être en mode réaction. Alors que nous, une de nos forces, puis de cadeau de femme ou de quelque chose qui est puissant en nous, ou inné, c'est qu'on est capable de prévoir, on est capable d'imaginer dans les 7 prochaines générations. Alors, le temps qui me reste sur cette terre, et je me souhaite longtemps, c'est de continuer ce que nos mères avaient fait, la prise en charge en éducation il y a 50 ans. Et on n'a encore pas le contrôle là-dessus pour les premiers peuples, surtout au Québec. On ne l'a pas. Alors, je rêve que ceux et celles qui croient que l'enseignement est un endroit où on peut guérir, promouvoir le mieux-être et le bien-être, faire en sorte qu'on puisse parler un discours pour les juristes, pour les avocats, pour le monde de la santé, et ainsi de suite, tout en maintenant notre identité culturelle qui est encore vivante, certaines maganées, mais qui brille de plus en plus, de faire en sorte que nous avons, nous aussi, ce droit-là. Et j'aime ça de voir de nouveaux visages qui croient que dans ma décolonisation d'un programme ou d'une façon de faire au cégep, à l'université, et si j'invite un autre savoir, c'est une plus-value, c'est un cadeau qu'on se fait à la société. Et pour vous dire à quel point c'est urgent, il y a beaucoup de gens qui vont réagir pour protéger la langue française. Ma moitié va dire, bien c'est sûr,
En 77, beaucoup de gens défendaient par la loi 101 la protection d'un joyau, de quelque chose qui nous définit comme peuple. C'est la même chose du côté de mon autre moitié quand je sais que pour mon père, le Québécois, et bien d'autres gens, ces femmes québécoises-là qui veulent maintenir et défendre des choses, notamment l'identité et sa place comme femme dans cette identité et société. Alors, les millions de gens qui sont autour de nous, qui ne parlent pas nos langues, des fois, ça vient fragiliser. Alors, moi, je me dis que l'université ou la décolonisation ou l'inouïsation de nos milieux d'enseignement, on pourrait tellement célébrer au lieu de se diviser, puis je sais que ce n'est pas le cas ici, mais c'est un message important pour moi, et de se rassembler pour dire, finalement, moi, comme féministe québécoise ou canadienne, j'ai contribué à ce que c'est la lutte d'une femme autochtone. La lutte d'une femme autochtone, c'est oui, la violence physique, spirituelle, émotionnelle, économique, sexuelle, mais aussi identitaire. Alors là-dessus, bon 8 mars. On le sait, nous autres, c'est à tous les jours le 8 mars. Tous les jours. Alors, dans un milieu d'enseignement dans lequel vous avez un beau pouvoir et une force incroyable, vous allez nourrir des jeunes femmes et des jeunes hommes, ou des personnes qui vont s'inscrire chez vous, à faire en sorte que, wow, soyons ouverts sur ces réalités-là et contribuons à faire en sorte qu'on a plus de femmes en politique, on a plus de femmes qui se sentent à l'aise de marcher, peu importe où elles ont envie de marcher, sans se sentir jugées ou attaquées par. Alors, merci 1000 fois, peut-être même plus, de contribuer à ce que j'ai tant rêvé, moi, de mon bord, d'avoir une place où on va nourrir les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je n'ai que maintenant. Un très grand merci, Michèle Audette, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, d'avoir partagé ses rêves, ces perspectives que nous souhaitons communes pour toutes les femmes de par le monde, de la francophonie et de tous les peuples. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder des questions de l'auditoire. Je donnerai donc la parole à ma collègue Stéphanie Panton, qui est membre de l'équipe de l'Observatoire et qui va pouvoir nous soumettre quelques-unes des questions qui ont été posées. Oui, merci beaucoup, Marie. Donc, j'inviterai dans un premier temps toutes les co-chercheuses, s'il vous plaît, ainsi que Mme Saint-Gelais à ouvrir vos caméras là, afin qu'on puisse donc procéder à cette période de questions. Et effectivement, on a reçu des questions donc, de la part de l'audience. Je vous lancerai donc cette première question là, qui fait une belle transition avec la présentation de la sénatrice Audette, donc de la part de Catherine Milani, qui demande « Y a-t-il une volonté de l'OFDIG de porter une attention particulière à l'autonomisation et au pouvoir des femmes issues des peuples et nations autochtones ici et ailleurs? » Je peux me lancer, puis on pourra compléter avec les co-chercheuses, avec Catherine. Je dirais que cette volonté-là s'est exprimée dès notre première rencontre. Nous avons fait l'équipe, le petit cocon autour de l'Observatoire au mois de novembre. Nous sommes réunis à l'UQAM durant quelques journées, se faire un lac à l'épaule, penser l'Observatoire, penser les collaborations. Et à ce moment-là, la nécessité d'engager ce dialogue-là, de faire de l'OFDIG un outil au service de l'autonomisation et du pouvoir d'agir de toutes les femmes, incluant les femmes autochtones, les femmes des premiers peuples, et pas uniquement au Québec et au Canada. Ça nous a animés et c'est ce qui explique pourquoi nous sommes entrés en contact avec Michèle Audette, justement. Et je ne sais pas, j'invite mes co-chercheuses si dans vos réalités aussi, c'est un engagement que vous partagez aussi. Moi, je pense qu'en étant au Canada et au Québec, la parole de Mme Michèle Audette résonne beaucoup. Et au-delà de l'émotion qu'elle porte dans son discours, il y a une profondeur aussi, il y a une recherche de réconciliation qu'elle vit elle-même entre le Québec et sa partie autochtone. Mais je pense qu'on doit tous faire un effort de réconciliation dans tous les gestes de recherche qu'on fait aussi. Et donc, nous, on travaille sur justement qu'est-ce que c'est une politique de développement inclusif.
Et le genre dans cette politique de développement inclusif, ben, se dire au Canada, on a des peuples de Premières Nations dans lesquels il y a 50% de femmes. Je ne suis pas spécialiste de statistiques, mais je pense que ce 50% de femmes-là, ben, il doit s'ajouter aussi à toutes les femmes à ce qu'on a, elle doit faire partie de ce qu'on appelle le genre. Et il y a des politiques à l'intention des Autochtones dans les universités, dans les écoles. Ben, il s'agit de voir comment, dans ces politiques, on prend en compte aussi la variable genre, la question d'égalité entre les sexes et comment ça s'articule avec les politiques linguistiques, les politiques d'équité, de diversité. On ne veut pas fondre toutes les politiques en une, mais si on est pour avoir une catégorisation qui s'appelle des politiques de développement inclusif, ben là-dedans, nous, on a un engagement, je pense que l'IREF est là, l'UQAM, on est tous dans une volonté aujourd'hui de reconnaissance de la diversité des femmes. Et donc, il faudra développer des indicateurs et développer des catégories qui vont permettre de prendre en compte cette diversité. En tout cas, Madame Modette, on est avec vous et puis on espère que ce n'est pas votre première apparition à l'OFDIG, que vous allez devenir une habituée de cette OFDIG et que vous allez pouvoir même contribuer à nos travaux de recherche. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelques mots. À l'IREF également, il y a un grand attrait, évidemment, et puis des recherches qui se font sur l'autochtonie. On a des cours maintenant qui se donnent et plusieurs étudiants et étudiantes font des travaux de recherche avancés au 2e et au 3e cycle. Et bon, moi, accessoirement, je suis professeure en histoire de l'art, mais on a aussi dernièrement embauché une collègue autochtone et on travaille sur l'art contemporain autochtone. Alors, il y a beaucoup d'ouverture et on en est fort heureuse. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que, Madame Odette, vous aimeriez ajouter quelque chose ou... Bien, je suis contente de voir pour ma mère qui est encore vivante, qui est une femme dans sa génération des écoles résidentielles et pensionnats. Et moi, c'est les mêmes sœurs et curés, mais on appelle école de jour, donc la même approche et tactique, qui a pensé qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'espoir. Et dans son militantisme, elle a vu des changements et elle voit aujourd'hui de son vivant des femmes comme vous, des femmes d'ailleurs, d'autres gens, et dire que, ouf, ma fille, on a ouvert des chemins et on a plus de visages qui ne sont pas autochtones, là, qui marchent à côté de nous et qui nous aident à brasser ou à faire bouger des choses. Donc, on serait deux à vous dire merci. Puis, dans mes jumelles, j'en ai une qui me disait, « Maman, je vais aller, moi, un jour à l'école des beaux-arts, faire comme toi, créer plein de militants. » Quelque chose que je n'ai pas fini. Alors, je nous le souhaite. Puis merci, parce que c'est vos actions qui fait qu'on est mieux préparé pour demain. Puis ça, personnellement, je vous dis, je comme maintenant. Merci beaucoup. Je vais passer donc à une deuxième question que nous avons reçue de la part de Nadia Abaoub, qui demande « Avons-nous réfléchi à la reprise économique de la femme rurale post-COVID dans les pays en voie de développement? » Je vous laisse la parole, mesdames. Peut-être professeur Binaté, j'ai l'impression que cette question renvoie tout spécifiquement à vos expertises et à vos intérêts. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la femme rurale a sa place dans ce débat. Nous pouvons voir, je pense que le thème de la journée internationale des droits des femmes cette année, ça porte sur les gens et les changements climatiques. Quand on parle de changement climatique, en ce qui concerne les pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, nous savons que la majorité de nos femmes exercent dans le secteur agricole, notamment dans le sous-secteur du vivrier. Et ce secteur est le plus impacté quant aux effets du changement climatique. Parce que quand on parle d'agriculture, c'est l'agriculture qui est pratiquée et basée sur des phénomènes naturels.
voyez-vous. Et donc, lorsqu'il ne pleut pas, par exemple, cela joue énormément sur la production, d'autant plus qu'avec le changement climatique, vous avez un changement dans le cycle de culture des produits. Et donc, nous mettons un point d'honneur. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai dit que nous allons réfléchir sur des sujets émergents qui sont le genre et le changement climatique, notamment nous allons nous concentrer sur le milieu rural, étant entendu que dans notre entendement, nous savons que dans ce milieu, les femmes occupent une place de choix et elles rencontrent beaucoup de difficultés, d'où l'intérêt de s'intéresser à ces femmes-là pour voir dans quelle mesure elles peuvent être résilientes face aux effets du changement climatique. Et donc, nous, en tant que pays dont l'économie est basée sur le secteur agricole, la femme rurale occupe une place de choix dans nos politiques de développement. Et donc, je pense que nous allons travailler dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées, elles ne sont pas laissées pour compte, mais les réalités sont que on est obligé quand même, elles ont besoin d'aide, notamment en ce qui concerne le financement. Pour une résilience face au changement climatique, elles ont besoin, par exemple, d'accès à l'eau pour leur production. Et ça demande des investissements. D'où l'importance c'est un appel que nous lançons pour dire que voilà des femmes qui sont compétentes, qui sont courageuses, qui travaillent à assurer la sécurité alimentaire de nos populations, mais qui malheureusement ont moins de moyens et surtout qui sont liés aux effets du changement climatique. Donc, nous devons faire quelque chose justement pour réduire ces effets, pour qu'elles puissent s'adapter, non seulement s'adapter, mais pour qu'elles puissent être résilientes face à ces changements climatiques. Merci. Merci beaucoup, professeur Binaté. Une autre question, en fait, quel type de partenariat vous prévoyez instaurer dans vos régions pour créer les réseaux de pratique et d'expertise? Est-ce que vous avez déjà identifié des groupes, des institutions en particulier? Et j'inviterais les professeurs Bouchara ou Batibonac, peut-être si vous avez quelque chose à partager, en fait, justement concernant cette dimension partenariale avec l'Observatoire. Je pourrais prendre la parole pour signaler que nous sommes en contact avec le répertoire des ONG s'occupant des affaires sociales et des questions féminines. Pour le cas du Cameroun et de la RCA, République centrafricaine, certainement, nos recherches nous pousseront à aller dans d'autres univers. C'est important de songer aussi à d'autres organisations, pas seulement les OSS ou les ONG. Pour l'instant, c'est à ce niveau que je me trouve. Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la question, Stéphanie. Pouvez-vous… Oui, bien sûr, je vais vous la répéter. Répétez, s'il vous plaît. Oui. Oui, donc, quel type de partenariat prévoyez-vous instaurer dans vos régions pour créer les réseaux de pratique et d'expertise? Puis, est-ce que vous avez déjà identifié des groupes ou des institutions en particulier? En ce qui concerne l'objectif que je souhaite réaliser avec l'OFDIG, qui se concentre sur la violence basée sur le genre, en fait, le type de partenariat, ce serait surtout avec d'autres universités au Maroc et de mener une étude comparative de cette violence et comment elle se manifeste, surtout qu'au Maroc, il y a des différences culturelles entre différentes régions. Par exemple, la région du Nord où l'université Abdelmalek Saadi se situe est complètement différente culturellement de la région du Sud. Par exemple, l'université Qadi Ayad à Marrakech
Donc, il serait vraiment très intéressant de faire une étude comparative entre ces deux régions au niveau national. Merci beaucoup. Professeur Binaté, vous aviez quelque chose à ajouter? Je dirais que de notre rôle en tant que co-chercheur représentant l'Afrique de l'Ouest, je pense que nous devons développer ce partenariat. Et j'étais en train d'y réfléchir. Nous avons les agences universitaires francophones qui sont dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et nous pensons qu'à travers ces agences-là, à travers les universités des différents pays, je crois qu'au niveau de la sous-région, nous avons 8 pays francophones et nous avons 2 pays anglophones de l'AUF. Et donc, il est pour nous important, indispensable, je dirais, de pouvoir nous mettre en contact avec les différentes universités à travers l'AUF pour en tout cas créer ce réseau de chercheurs, parce que c'est vrai que quand nous prenons l'Afrique de l'Ouest tout entier, nous vivons pratiquement les mêmes réalités, mais il y a des spécificités. Donc, il est important que nous travaillions des synergies. C'est pour ça que dans mon intervention, j'ai parlé d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ce que nous représentons. Nous devons travailler dans ce sens, et donc je pense que nous avons le devoir de développer ce partenariat-là, et ça va nous donner un répertoire de chercheurs et de chercheuses, n'est-ce pas, au niveau de notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest francophone. Merci. Merci beaucoup. Donc, écoutez, le temps file. On reçoit encore des questions. On va conclure avec une question, en fait, qui nous a été posée par Marie-Françoise Joly. Ensuite, on pourra passer donc à la conclusion de cette table ronde, de ce lancement. Madame Joly demande, en tant qu'organisme universitaire, il est très normal de porter l'accent sur l'inclusion au niveau de l'enseignement supérieur, mais les inégalités dans les domaines scolaires commencent dès la petite enfance. Tiendrez-vous en compte ce volet et ouvrir vos recherches à ces niveaux? Alors, si tu le permets, je vais répondre très rapidement. En fait, oui, évidemment, nous allons en tenir compte. Et dès le départ, les premières idéations autour de l'Observatoire ont conçu, si on peut l'exprimer ici, le domaine de l'éducation comme étant un continuum aussi, c'est-à-dire qu'on le projette effectivement dès le départ, dès la petite enfance, jusqu'à une poursuite, jusque dans les milieux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc oui, certainement, ça sera pris en compte. Donc, je vais passer, si vous le permettez, à la conclusion de cette table ronde. Et je tiendrai tout d'abord à remercier très chaleureusement nos partenaires et en particulier l'AUF, son recteur Slim Kalous, la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro, nos soutiens financiers, Affaires mondiales Canada, pour le soutien structurel à l'Observatoire, la Commission canadienne de l'UNESCO pour son patronage, pour son soutien aussi aux travaux des co-chercheuses dans les Suds. Je remercie également le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour la commandite qui a été offerte pour la tenue de cette table ronde. Un mot aussi pour remercier une personne, en particulier le vice-recteur à la recherche et à la création et à la diffusion de l'UQAM, M. Christian Agbogli, qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, mais qui a travaillé très énergiquement pour soutenir le démarrage de l'Observatoire et qui nous a assuré, et qui continue de le faire, un soutien sans pareil à Catherine et à moi-même. Un merci également à l'équipe du vice-rectorat, à celle du CEPSI, à l'équipe de l'IREF, du service aux collectivités et des communications à l'UQAM. Ce sont toutes des équipes formidables. Du côté de l'AUF, je voudrais souligner le travail de Marie-Hélène Bachand aux communications, également l'investissement de 2 personnes qui ont été de passage au bureau de l'AUF des Amériques à Montréal ces dernières années. Je pense à Valérie Caron et à Linda Cardinal, des femmes sans qui le projet n'aurait pas pu prendre une telle envergure. Un merci également aux personnes qui se sont investies dans le comité de pilotage de l'Observatoire depuis ses débuts. Et enfin, un merci tout chaleureux à nos co-chercheuses, à Thérèse Saint-Gelais et à Michel Audette pour leur participation à cette table ronde. Et quelques mots très rapides là. En conclusion, j'ai envie de conclure sur les ambitions de l'OFDIG. Notre équipe et nos partenaires, nous portons l'ambition de faire de l'Observatoire la référence sur le développement inclusif par le genre grâce à nos travaux interdisciplinaires et critiques qui sont ancrés à l'international.
On va produire un ensemble de connaissances solides pour l'étude du développement inclusif par le genre, incluant un corpus d'approches à utiliser, des données à diffuser et également des pratiques adéquates. Nous sommes toutes et tous convaincus qu'aborder la problématique des inégalités femmes-hommes avec plus de détermination dans la prochaine décennie nous permettra d'accélérer les efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment en soutenant les rôles des femmes dans les différents secteurs et à tous les niveaux de la société. Alors, un très grand merci et au plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités de l'Observatoire. Dès l'automne prochain, un symposium. Je vous invite également à nous suivre sur notre tout nouveau site web qui est inauguré aujourd'hui et également sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre activement nos activités dans les prochains mois. Au plaisir de vous retrouver.